Bonsoir, bienvenue sur Ideos, l'équipe des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Ce soir, un nouveau webinaire consacré au parc de Carca, aux conseils pratiques pour essayer de découvrir le mieux possible tout ce qu'a à offrir ce parc. Vous le savez sûrement, c'est l'un des parcs les plus connus et les plus touristiques de Croatie, mais c'est souvent aussi l'un des plus mésestimés, dans la mesure où beaucoup viennent pour voir les chutes circulaires que vous avez à l'écran et vont s'en contenter, ce qui est tout à fait dommage. Si vous avez envie de consacrer plusieurs heures, voire une journée à la découverte, vous avez tout intérêt à le faire, car vous allez y gagner en termes d'expérience, de randonnée et également de très beaux paysages que vous ne soupçonnez probablement pas. Le parc de Carcan, en fait, il y a deux visions qui vont se confronter et qui vont d'ailleurs parfois donner lieu à une polémique sur la cherté du prix du billet d'entrée en haute saison. Il y a ceux qui ne connaissent pas et qui croient qu'il n'y a que les chutes circulaires à voir et qui vont donc les découvrir les chutes avant ou après Plitvice, ça ne va pas changer grand-chose à leur impression. Ils vont considérer que Plitvice est forcément beaucoup mieux, beaucoup plus beau et beaucoup plus impressionnant. Il se trouve que c'est aussi de leur faute s'ils ont cette impression parce qu'ils ont juste vu les chutes principales et d'une certaine manière, si vous alliez à Plitvice et que vous ne voyiez que la grande chute, vous auriez peut-être le même sentiment. C'est aussi parce que vous faites l'effort de découvrir les cascades, les chutes hors de la zone la plus touristique, que vous voyez à quoi ressemblent les lacs, comme vous pourriez voir là à quoi ressemble la rivière, que vous allez vous rendre compte qu'il y a bien plus à découvrir. Donc, d'une certaine manière, il faut aussi partir du principe que c'est à vous de vous informer et de savoir ce qu'il est possible de voir et de faire. Et en l'occurrence, ceux qui prennent le temps donc de savoir un peu mieux ce qu'ils peuvent découvrir vont se rendre compte que ce parc est assez complexe, avec plusieurs entrées, des entrées qui sont toutes autonomes les unes par rapport aux autres. Ça signifie en fait qu'elles ne sont pas reliées et qu'il faut aller dans chaque entrée pour découvrir des sites qui s'offrent à vous et donc faire le choix de ce que vous allez y découvrir. C'est donc déjà un peu une gymnastique mentale qu'il faut faire parce qu'il faut repérer les entrées en question. Il faut donc avoir une voiture impérativement pour avoir une exploration satisfaisante du parc sur la journée. L'intérêt aussi dans cette compréhension de l'organisation du parc, c'est que vous allez être obligé, quoi que vous fassiez, de prendre systématiquement la voiture et de vous rendre donc à chaque entrée dans les parkings dédiés à proximité des sites que vous envisagez et faire ça pour tous les sites puisque il n'y a pas de possibilité d'aller de l'un vers l'autre d'une autre manière. C'est pour ça que quand on parle de randonnée au parc de Carca, il faut aussi imaginer que tout cela est entrecoupé de routes, puisque vous allez devoir circuler sur des petites routes assez sinueuses à l'intérieur des terres, qui ne sont pas très fréquentées, puisque les curieux sont plutôt rares, et les habitants dans la zone aussi, mais qui donc prennent un certain temps. Il faut aussi comprendre que si les entrées sont à 15-20 km chacune, ça signifie que sur l'ensemble du tour du parc, c'est-à-dire pour aller de la zone le plus au sud, c'est-à-dire Skradin éventuellement ou Lozovac, jusqu'à celle qui est le plus au nord, Manojlovac, les chutes de Manojlovac, Bilouzitska Buk, le site de Bournon, et donc l'entrée de Pouliané, il va falloir faire un certain nombre de kilomètres. Et donc, si on prend pour principe que vous allez faire une boucle depuis le littoral où vous êtes peut-être en train de séjourner jusqu'au nord, donc vous allez avoir environ 110 à 130 km selon la route empruntée pour faire le tour de ce parc. Une fois que tout cela est dit, ça signifie que vous avez consacré dans votre journée environ 2 à 3 heures uniquement pour bouger d'une zone à l'autre. C'est vraiment important de se le représenter parce que c'est ce qui va sûrement conditionner une partie de vos choix. L'autre partie étant liée au fait que vous allez être plus ou moins motivé pour la randonnée et qu'en plein été, c'est sûr que les questions vont s'imposer parce que même si on veut passer une journée, il faut très bien organiser cette journée-là pour être sûr que tout va rentrer dans le programme et que vous allez voir l'essentiel de ce que vous ambitionnez de visiter. Maintenant que nous avons posé donc le préalable sur l'organisation du parc, je vais essayer de vous montrer déjà les diverses entrées dont nous avons parlé et ce que vous pouvez y voir et y faire. Donc,
Quelles sont les 2 entrées principales qui sont souvent un questionnement pour vous et qui vous amèneront aux chutes circulaires de Skradinski Buk? Vous avez l'historique, Lozovac, qui est un petit village à l'intérieur des terres à environ 20 kilomètres de Šibenik. Ce village, donc, il y a une billetterie, un parking qui est gratuit encore aujourd'hui, qui vous permet de stationner et une fois que vous avez votre billet, si vous l'avez déjà réservé ou si vous l'achetez sur place, vous allez emprunter un bus qui est donc affrété pour que vous vous rendiez au pied du sentier de Lozovac, donc qui est à quelques kilomètres de là. Vous pouvez également emprunter un sentier pédestre qui passe à travers donc la zone et la route qui a été aménagée et qui vous permet de rejoindre sans dépendre du bus. Mais dans tous les cas, c'est l'entrée la moins contraignante puisque les bus sont tous les 15 minutes environ. L'entrée de Skradin, ici, correspond à l'entrée côté mer, c'est-à-dire que vous avez le petit village de Skradin où vous allez prendre donc un bateau qui vous amène sur la mer, puis sur un canal de jonction jusqu'à un embarcadère qui va vous permettre d'accéder à la chute circulaire et au fameux sentier de Lozovac également. Quand vous rentrez par cet embarcadère, vous êtes quasiment, après 5 minutes, sur la chute circulaire, dans ce cas-là de plus beau. Quand vous rentrez par Lozovac, vous allez progressivement rejoindre le clou du spectacle. Vous avez des panoramas qui sont de plus en plus proches de la chute, mais ça signifie que vous allez l'apprécier en ménageant un certain suspense que n'a pas nécessairement l'entrée par Skradin. Une fois qu'on a dit ça, donc vous avez intégré qu'il y a ces 2 possibilités d'entrée et c'est les 2 seules qui vous mèneront à la chute circulaire. Vous avez ensuite d'autres entrées où vous allez accéder à d'autres sites et types de paysages. L'autre entrée donc à considérer, puisque ça peut faire l'objet d'un compromis entre une journée complète pour voir l'ensemble du parc et donc une seule partie, mais un peu plus étoffée que celle de Skradinski Buk, c'est l'entrée de Roskislap. À Roskislap, en fait, on a un environnement rocheux, également une végétation assez abondante et la possibilité de découvrir des micro-chutes qui se succèdent dans cette zone de la rivière, ainsi que des chutes un peu plus importantes, mais qui ne sont pas très impressionnantes par rapport à celles de Skradinski Buk, en fait. Et vous avez donc les chutes d'Orglice. Alors, là se pose le questionnement principal pour ceux qui veulent passer une journée. Il faut toujours réfléchir en premier aux objectifs à Roskilde, parce que c'est eux qui conditionnent le temps dont vous avez besoin et le niveau d'organisation qui va être nécessaire et surtout à quel moment vous allez faire tel ou tel site. Pourquoi donc? En été, il fait extrêmement chaud. Comme vous le remarquerez, on est à des températures volontiers 30, plus de 35 souvent, et en ressenti, c'est encore plus chaud. Donc, on n'a pas envie, sous ces températures-là, de faire des heures et des heures de marche. Il faut donc ménager les efforts, il faut être raisonnable et surtout, il faut les faire à une heure qui est encore un peu agréable parce qu'après, il fait beaucoup trop chaud. Donc, je conseille toujours de débuter par Roskislap pour cette raison, parce que si vous avez comme objectif de faire quand même un peu de randonnée autre que la balade classique à Skradinski Buk, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'un certain temps du côté de Roskislap. Alors, là aussi, le questionnement va être assez simple. Quand on connaît le parc, en tout cas, ça le devient. Mais quand on appréhende un peu, qu'on ne se représente pas toujours comment il fonctionne, il faut se dire qu'à Roskislap, il y a 3 possibilités de randonnée. Une balade très simple, très facile d'accès pour tous, qui vous mène aux chutes de Doglice et qui dure donc environ 1 heure, 2,5 km. C'est vraiment une formalité. Il y a la possibilité de faire une partie du sentier de Stinica en gravissant 516 marches et ces marches vous mènent à une grotte que vous pourrez visiter. Évidemment, plus vous allez monter, plus les panoramas vont être impressionnants sur la zone rocheuse et sur les micro-chutes dont je vous ai parlé. Vous avez des panoramas, vous allez prendre conscience aussi de tout le camailleux de verre, de la végétation, des différences de paysages. Donc, on a tout à gagner à prendre de la hauteur.
il se trouve que 516 marches, tout le monde n'a pas envie de les grimper, donc il y a toujours un compromis de monter jusqu'à mi-chemin, par exemple. Rien ne vous oblige d'aller au sommet. La grotte, en tout cas, ne justifie pas les efforts, mais c'est un peu la cerise sur le gâteau. Quand on est arrivé au sommet, on peut découvrir cette grotte qui donc permet de recomposer un peu la vie des habitants de Néandertal. Donc ça peut être sympa, hein. Si vous avez des enfants, en tout cas, ils aiment bien le côté préhistoire, hein. Donc l'idée, c'est celle-là, c'est de se dire que si vous voulez découvrir les chutes depuis un peu plus haut et donc profiter de grimper les marches, vous avez environ 3 heures devant vous dans la zone de Roskilde pour avoir un peu de ce panorama. Et vous avez donc la troisième option qui est probablement la plus exigeante et qui là, en été, est quand même un peu ambitieuse à mon sens. C'est celle de faire le sentier de Stinitsa complet, puisqu'il y a 8,5 km qui s'offrent à vous. Et là, vous vous éloignez de la rivière, vous allez aller à l'intérieur des roches, vous allez pouvoir découvrir donc tout cet environnement. Il faut dire que comme ça grimpe bien, déjà, les marches, c'est pas mal, mais le reste, en fait, du sentier, c'est aussi une ascension vraiment sportive. Sous la chaleur, c'est plutôt à déconseiller. Donc, si vous n'avez pas le choix parce que vous visitez en plein été, rien ne vaudra de débuter à partir de 8 heures. Enfin, 8 heures, ça signifie que vous arrivez à 8 heures pour prendre vos billets à Roskilde. Il n'y a pas besoin de réserver. En tout cas, moi, je conseille de ne pas le faire. Vous allez donc pouvoir rentrer dans le parc à partir de 8h30. Et si vous êtes motivé pour cette randonnée de 8,5 km, vous en avez environ pour 4h30, ce qui fait que vers 12h, 12h30, vous devriez quitter la zone en question et aller dans le reste du parc. Pour ne pas rester trop théorique par rapport à ces lieux dont je viens de vous parler, j'essaie de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et comme ça, vous pourrez déjà avoir une idée de ce que vous pouvez voir et faire. Alors, désolée pour le défilé, parce que c'est toujours un peu artisanal quand je fais les salons. Donc, voilà un peu les chutes d'Oglitze qu'on est supposé voir en mode facile, donc les 2,5 km à travers la nature pour rejoindre donc ce site-là et voir un peu tout le côté plus rocheux de Roskilde. Et ensuite, donc, plus on s'en rapproche, plus on va prendre certains types de photos. Et si on décide de découvrir donc les marches dont je vous ai parlé, le sentier de Stinitsa, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà les 516 marches. Vous voyez qu'il faut quand même être un peu motivé, mais ça se fait sans problème, en environ 3 heures. Donc vous pouvez coupler Stinitsa en partie et les chutes d'Oglitze. 3 heures, c'est plutôt sympa. Ça fait que la matinée, vous la passez à Roskilde. C'est pourquoi je dis qu'il faut toujours commencer par réfléchir à ce qu'on va faire là, parce que finalement, la journée va passer assez vite, même si le parc ferme à 21h. Il vous faut, vous, essayer d'organiser votre visite sur l'ensemble de la journée et bien inclure les temps de trajet. Voilà donc à quoi ressemblent les marches, les paysages une fois que vous allez grimper et vous allez pouvoir voir les vues sur les rochers. Également visiter les grottes, enfin la grotte en question que je vous ai indiquée. Et donc, vous avez un panorama déjà un peu plus complet et un peu plus varié parce que vous vous rendrez compte qu'après, en allant du côté des chutes circulaires, ça ne ressemble absolument pas à ça. Donc, le sentier de Stinitsa, c'est celui qui est le plus exigeant, qui exige 8,5 km, donc déjà de marche, et un peu plus d'effort. C'est la température parfaite, là. Ah ouais, c'est combien? Soit un peu plus chaud. Non, pour un soir. Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui écoute, mais qui a laissé le son, on entend tout. Si vous pouviez le fermer, si vous écoutez, que vous voulez parler, il n'y a pas de souci pour le faire, mais juste pour ne pas gêner la diffusion. Merci beaucoup. Si vous allez donc du côté de Roskilde, voilà un peu à quoi va ressembler votre réflexion. Une fois que vous aurez découvert cette zone, vous avez donc la possibilité d'aller du côté de Kistagné. Donc, c'est l'autre entrée. Alors, c'est sûrement la plus méconnue de toutes, celle qui vous mène notamment au monastère Kerkak, un monastère serbe-orthodoxe. Et vous pouvez visiter ce monastère, vous balader donc au bord de la rivière qui là est extrêmement calme et vous allez pouvoir trouver vraiment un côté apaisant
avec tout l'héritage orthodoxe qui est représenté par la présence de ces moines qui sont revenus après la guerre, donc, puisqu'ils en avaient été chassés pendant le conflit. Et donc après, en 1998, ils sont revenus dans le monastère et vous pouvez découvrir un peu tout cet environnement-là. Il y a également des forteresses qui sont perchées sur les montagnes et qui protègent, enfin qui ont protégé, puisque c'est des vestiges aujourd'hui, la rivière Kerka. Donc là aussi, si vous êtes motivé pour voir à quoi ressemblent ces forteresses, il y a des possibilités de randonnée. Alors dans la journée, c'est peu probable, mais si vous voulez consacrer plusieurs jours dans la région et au parc de Kerka, c'est tout à fait possible et vous avez donc ces possibilités de randonnée. Une fois donc que vous avez vu éventuellement le monastère Kerka ou même visité, vous avez donc la troisième entrée qui va être celle de Pouliané. Alors Pouliané, l'intérêt c'est que vous retrouvez des chutes et des cascades qui sont impressionnantes, les fameuses cascades de Manoj-Lovac. Vous avez également celles qui sont beaucoup moins connues, Iluzitska-Buk, et vous avez des chutes qui, elles, sont quasiment inconnues, hein, parce que la rivière est assez capricieuse dans cette zone. Vous voyez, on est quand même à travers la montagne. Elle va en plus emprunter un canyon. Donc, tout ça est vraiment sauvage. Et ici, on n'est quand même pas très nombreux et on peut profiter de découvrir à la fois ce canyon, même en partie, c'est juste l'entrée du canyon, mais c'est toujours ça, les chutes en question depuis le Belvédère. Et la bonne nouvelle, c'est que pour les motivés, et ceux qui ont peut-être très chaud et qui ont envie de se rafraîchir, il est possible d'aller au pied des chutes de Manoj-Lovac et de s'y rafraîchir. Je ne vais pas dire se baigner, parce que se baigner, ça supposerait sûrement de pouvoir nager et tout ça. Or là, l'idée, c'est d'être dans des piscines naturelles qui se sont formées justement au pied des cascades, et vous allez pouvoir profiter d'une douche très tonifiante pour les plus aventuriers, parce que c'est vraiment super agréable. Et en plus, vous serez quasiment seul, ce qui est quand même charmant. À une période où il y a beaucoup de touristes et où tout le monde se concentre du côté de la chute circulaire, vous êtes un peu seul au monde. Et ça, c'est quand même l'expérience la plus agréable. En plus, quand il fait chaud, c'est encore plus bienvenu. Vous serez probablement en milieu de journée, donc quand il fait le plus chaud, et vous allez pouvoir aller au pied des chutes sans risque. Il y a aujourd'hui un sentier qui vous permet donc de parcourir cette zone. Vous allez vous rendre au plus près. Si vous souhaitez donc vous rafraîchir, ce sera l'un des lieux de baignade les plus insolites, les autres étant quand même beaucoup plus classiques, hein, du côté de Roskilde par exemple. Je ne l'ai pas dit, mais on peut se rafraîchir également dans des ruisseaux ou donc dans la rivière, mais c'est une rivière qui là ne présente pas grand intérêt, c'est vraiment pour se dire qu'on a chaud et qu'on est soit sur la plage pour se détendre, soit donc dans l'eau pour prendre un petit bain. Mais ça n'a pas le charme, évidemment, de ce qu'étaient les chutes circulaires quand on autorisait la baignade. Et en même temps, on ne va pas se le cacher, c'est aussi bien qu'ils aient décidé de supprimer l'autorisation de baignade pour préserver cet environnement qui était quand même extrêmement pollué et beaucoup trop envahi en haute saison. Donc, pour revenir aux chutes de Manoj-Lovac, vous avez donc deux options, comme vous l'avez compris. Soit le mode simple, c'est-à-dire que vous allez poser votre voiture dans le parking, rejoindre le belvédère et regarder à quoi ça ressemble et prendre des jolies photos. Soit vous avez donc la possibilité d'aller avec le sentier au pied des chutes. Donc, vous avez un petit aperçu ici de ce que donne ce sentier. Alors, il ne présente pas de difficulté. Néanmoins, pour la descente, il faut quand même faire attention à être plutôt bien chaussé parce que ça peut être un peu glissant. Et la remontée, forcément, quand on monte, c'est moins pratique, surtout s'il fait chaud. Mais comme vous aurez pris sûrement un petit bain entre-temps, vous devriez bien gérer la difficulté, surtout qu'il n'y a que 2 km de sentier. Donc, a priori, ce n'est pas très difficile. En plus, l'intérêt, c'est que vous allez avoir un sentiment d'aventure parce que vous serez très peu nombreux à le faire, voire peut-être seuls. Même en très haute saison, en tout cas, on se rend compte qu'il y a peu de personnes qui savent à quel point on peut découvrir les sites et aller donc au plus près des chutes. Donc, si vous le faites, vous devriez pouvoir apprécier cet environnement. Et donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Et au plus près, les chutes donc, qui font quand même 59 mètres de hauteur. Donc, on est plutôt tout petit face à cet environnement extrêmement sauvage. Donc, une fois qu'on a fait ça,
bah, il reste donc une autre chute à découvrir en priorité parce qu'on ne peut pas tout découvrir forcément en une journée. Donc Bilouzitska Bouk, c'est à 5 kilomètres environ. Ça signifie bien que vous prenez votre voiture à nouveau pour aller dans la zone où vous verrez donc un petit parking aménagé en bord de route pour découvrir le sentier de Bilouzitska Bouk et dénicher la fameuse chute ici qui vous permet donc de voir encore une autre facette de la rivière. Là aussi, c'est mode aventure. Si vous avez des enfants, sachez que il n'y a pas de difficulté. Ce qui peut être sympa et pour les motiver, parce que vous avez peut-être une crainte qu'ils ne soient pas trop partants, c'est qu'on a l'impression de faire un peu une chasse au trésor naturel, parce que ce sont des coins vraiment pas connus, où vous allez vous retrouver assez seul à devoir aller d'une zone à l'autre. Il va falloir les repérer. Et donc après, il faut les trouver. Une fois que vous êtes garé, ben, à pied, vous allez vous rendre dans chacun des lieux en question. Et ça peut être vraiment sympa, ludique. Ça plaît en général bien aux familles. C'est peut-être les parents qui appréhendent le plus, en fait, hein. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que comme c'est des coins pas connus, bah forcément, il n'y a pas forcément il va bien y avoir l'assistance, donc il faut rester hyper prudent. Il n'y a pas de danger spécifique, mais bah, si vous êtes un peu craintif à l'idée de vous retrouver complètement paumé en pleine nature, oui, on va essayer de pas trop conseiller d'aller à Bilouzitska Bouk parce que ça semble un peu peureux et pareil pour aller au pied des chutes, vaut mieux les regarder de loin. Il n'y aura pas de souci à les apprécier puisqu'il y a des longues vues, hein. Mais si vous n'avez aucun problème avec ça et que vous êtes très, très ouvert justement à cette balade en nature, mais ce type de balade et rando, bah, vous allez trouver vraiment des chouettes coins qui vont agrémenter votre journée. Une fois que vous aurez donc découvert Bilouzitska Bouk, vous pouvez aller également voir le site de Bournom, qui est un camp militaire romain. Il y a un musée également à visiter si on le souhaite, pour voir un peu les vestiges, les fouilles qui ont été effectuées. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir à faire. Je ne l'ai pas précisé d'entrée, mais l'une des différences entre Plivice et Karka, c'est bien le fait qu'ici, on est dans un environnement historique, culturel, religieux et naturel. Donc, la nature, elle est déterminée par les montagnes karstiques, hein, que vous allez pouvoir découvrir dans les Alpes dinariques ici. Ensuite, vous avez donc cette rivière qui parcourt les montagnes en question, qui forme des chutes parce qu'il y a le travail de sédimentation qui fait que ces chutes sont plus ou moins impressionnantes et ces cascades. Et donc, l'ensemble des paysages compose un environnement qui est une espèce de mosaïque en fait très très sympa. Donc moi j'évite de comparer avec Plitvice, bien que beaucoup le fassent, parce que pour moi il n'y a rien de comparable. Et d'ailleurs, quand on prend le temps d'aller dans les deux parcs de façon plus approfondie, on se rend compte à quel point ils sont différents et chacun a été enrichissant et vous a offert des points de vue très jolis. Donc, il faut essayer, si possible, de voir les deux, hein, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, si vous êtes du côté de Spitzadar, c'est vrai que vous avez l'option de Karka qui est proche. Depuis Zadar, vous avez très facilement accès au parc de Plitvice également. Depuis Split, on est quand même loin de Plitvice. Donc, des fois, il vaut mieux être raisonnable et rester à 1 heure d'autoroute pour pouvoir profiter mieux du parc que de faire 6 ou 7 heures de route pour simplement être allé dans un parc dont tout le monde va parler. Ça, c'était la petite parenthèse par rapport au fait d'aller à Plivice depuis Split à la journée, parce que ça reste quand même des longues journées, en plus de la marche à l'intérieur du parc, de la foule, de la route. C'est pas très pertinent, en tout cas quand on est à Split et qu'on n'en bouge pas. Si vous faites un road trip, bien sûr, c'est mieux de voir les deux parcs, on est bien d'accord. Bon, comme vous l'avez compris, le clou du spectacle est pour la fin. Donc, quand vous aurez découvert l'ensemble des sites dont je vous ai parlé, donc éventuellement le matin, Roskilde, après-midi, début d'après-midi, jusqu'à environ 16 heures, la zone de Manolovac, Bilouzitska Bouk, Bournom, il vous reste plus qu'à rejoindre, bien sûr, Skradinski Bouk et donc le sentier de Lozovac. À ce moment-là, vous avez un sentier de 2,5 km qui vous attend et qui donc, comme les chutes sont circulaires, le sentier l'est aussi. Vous allez faire une boucle pour découvrir toute cette végétation, les ruisseaux et les cascades qui font la réputation du lieu.
Donc, on l'a dit, les 2 entrées, l'Ozovac, c'est celle qui est sans contrainte, puisque vous pouvez également entrer à pied ou donc prendre le bus. L'entrée de Skradine fait réfléchir parce que, les bateaux ne sont finalement que toutes les heures. Donc, quand vous avez une contrainte et qu'en fonction du comment s'est passée votre journée, vous savez quel temps disponible il vous reste et jusqu'à quelle heure vous avez pour rejoindre telle ou telle zone. Donc si vous êtes du côté, de, Pouliané, autour de 16 heures, il va falloir vraiment se dépêcher pour rejoindre Skradine pour prendre le bateau parce qu'à un moment, les départs sont interrompus, hein, donc dernier à 17 heures et le retour donc peut se faire vers 20 heures ou 19 h 30. Donc il n'y a pas de souci pour visiter, mais vous avez compris que c'est des contraintes en effet que vous n'aurez pas à Lozovac. Maintenant, l'entrée en bateau, c'est toujours sympa. Donc si vous pouvez aller à Skradine, vous y gagnerez dans la mesure où en plus le village est très mignon, donc vous pourrez en plus visiter peut-être le village. Une fois que vous avez visité le parc dans son ensemble, vous faites une petite pause au village, vous pouvez manger même si ça vous plaît. C'est toujours sympa les petits villages comme ça, hein. Donc si vous voulez manger dans un resto et tout ça, il y en a quelques-uns de sympas, des Konoba. Et donc l'idée, c'est de profiter complètement de votre journée et de ne pas se contraindre, mais dans tous les cas, l'objectif pour vous, c'est de bien avoir identifié ce que vous voulez voir et faire. Voilà, je pense que j'ai déjà fait un peu le tour de toutes les infos qu'il fallait donner. Donc maintenant, vous pouvez sans problème poser toutes vos questions. N'hésitez pas à activer le micro donc et à les poser en direct si vous avez donc encore des incertitudes, si vous demandez ce qui est possible par rapport à vos objectifs. Ou ce qui est raisonnable, ou ce qui vous interpelle, n'hésitez pas à le faire. Alors, là où je voulais rappeler que ceux qui hésitent peut-être par rapport au coût du billet, sachez que l'intérêt aussi, c'est quand on réfléchit à son objectif et que si vous n'avez pas choisi de faire le tour du parc dans une journée, vous avez la possibilité de payer moins cher le prix du billet grâce à l'entrée à partir de 15 heures. Alors 15 heures, l'intérêt, c'est que quand il fait chaud, évidemment, ça peut être rafraîchissant d'aller dans la nature. En plus, le parc est très agréable. Vous pouvez y rester jusqu'aux environs de 20 heures si vous le souhaitez. Il ferme à 21 heures au public, donc ça laisse largement le temps de visiter. 15 heures, ça permet de voir à la fois le sentier de Lozovac et la partie Ogrlice du côté de Roskislav, par exemple, et pourquoi pas manger les pieds dans l'eau chez Christian, qui est un restaurant extrêmement apprécié et donc une attraction touristique du côté de Roskislav. Donc ça peut être vraiment sympa et vous payez moins cher parce que ça coûte 30 € au lieu de 40. Ça peut permettre de s'offrir à d'autres petits plaisirs, hein. Et en plus, de toute façon, vous passerez le même temps que vous y passerez si vous payez le plein tarif. C'est vraiment qu'une question d'organisation et de connaissance parce qu'ils ne vont pas promotionner le fait qu'il y a justement une réduction du prix du billet. C'est en tout petit sur la page prix sur le site officiel. Quand on lit tout, on va voir que c'est en effet 25% de réduction. Mais sinon, si on ne l'a pas vu, on ne le sait pas et on ne va pas nécessairement le faire. Donc j'en profite pour le faire, ce petit bon plan pour faire des économies. L'autre bon plan, mais qui lui, pour le coup, semblera peut-être pas en être un, c'est que si vous avez des ambitions dans le parc et que vous êtes dans la région, que vous avez absolument envie de le voir de façon approfondie et que vous ne voulez pas faire tout ça en un jour, plutôt que de racheter un billet journalier à 40 €, rien ne vaut d'acheter la carte des Amis de Carca, qui coûte 60 € et qui est valable 1 an et qui vous donne accès à l'ensemble du parc pour tout le séjour. Quand même très pratique, hein, parce que ça vous permet d'avoir un très bon aperçu, de profiter de la connaissance de cette association donc, qui travaille à la découverte. Hein. D'ailleurs, on essaie de les soutenir aussi sur Ideos pour essayer de faire comprendre aux voyageurs qu'il y a
plein de choses à voir à faire dans le parc de Carca et que, s'ils sont absolument curieux dans cette dynamique-là, en tout cas, la carte leur permettra d'en profiter au maximum. Donc c'est toujours très sympa. Voilà. Si vous voulez vous procurer la carte, il ne faut pas aller à la billetterie parce qu'ils ne vendent que le billet. Il faut donc demander au bureau d'information qui vous adressera au service qui crée la carte et qui vous permettra de profiter de cet accès dans ces conditions-là. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. J'ai mis la main dans le petit. Dans la règle. Donc, vous n'avez pas de questions? Donc, je vais m'en tenir là, puisque je pense avoir quand même fait un tour assez complet du parc de Carca et de son intérêt de le découvrir le plus longtemps possible. Merci beaucoup pour votre venue et pour votre intérêt. J'espère que vous aurez été très motivés pour découvrir le parc dans son ensemble. Et en tout cas, nous allons toujours continuer de vous y encourager. Donc, merci pour votre confiance. À très bientôt et surtout, restez curieux parce qu'on ne l'est jamais assez. À bientôt.